بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 1, le module traitement de signal pour l'essence 3. Dans ce premier chapitre, on va commencer par des rappels sur les principaux résultats de la théorie du signal. Rappel sur les principaux résultats de la théorie du signal. Dans cette figure, on voit bien, donc comme toujours, on commence par l'introduction et dans cette figure, on voit bien des exemples de signaux. Des exemples de signaux, nous avons plusieurs types. Dans la première image, nous avons un exemple d'un signal sinusoïdal, la forme sinus oméga t plus phi. Périodique, un signal sinusoïdal périodique. Dans la deuxième image, nous avons un signal apériodique de fréquence égale à 1000 Hz. Troisième signal, c'est la même chose, c'est un signal périodique. Quatrième, c'est un signal aléatoire. Et la dernière aussi, c'est un signal aléatoire. On va voir ensemble comment est-ce qu'on va interpréter et analyser uniquement dans le domaine temporel ou bien on a besoin de passer au domaine fréquentiel et spectral. Par exemple, dans cette figure, on voit bien un exemple d'un mot, le mot samedi, c'est un exemple de signal parole. Dans cette deuxième image, c'est un exemple d'un signal ECG. Vous avez le CG avec son amplitude en milliampères et le temps en secondes. Ici, nous avons un exemple d'un signal ou là d'un enregistrement EEG. Dans cette image, on voit bien un exemple d'un bruit blanc centré et gaussien. Pour le mot centré, c'est-à-dire c'est un bruit avec une valeur moyenne égale à 0. Ici, c'est un exemple des images et l'image, elle est bien connue, c'est l'image de Barbara. Vous avez ici l'image originale. Ici, deuxième image, c'est une image accompagnée de bruit. La dernière aussi, c'est une image accompagnée de bruit. Le type de bruit, c'est les poivres. Ici, on trouve des exemples d'images, des images de texture. Ici, nous avons des exemples de séries temporelles économiques. On voit bien que ces courbes sont des données obtenues grâce à une étude économique sur l'inflation et le chômage. Elles représentent donc des séries brutes utilisées dans cette étude économique et celles d'étendue correspondantes. Vous avez par exemple le chômage brut, ce sont les lignes minces, et d'étendue, ce sont les lignes en gras. Et l'inflation, le brut, c'est la ligne fine en pointillé, et d'étendue, ce sont les lignes en pointillé épais. Les données sont mensuelles et couvrent la période de du janvier jusqu'au 1er décembre. Est-ce qu'on peut interpréter, analyser analyser les courbes uniquement dans le domaine temporel ou bien est-ce qu'on doit les faire passer au domaine fréquentiel? Dans cette image, on voit bien un exemple de série temporelle d'épidémiologie. Ici, nous avons aussi un autre exemple de série temporelle d'épidémiologie. Donc, ce sont des données analysées pendant la crise sanitaire. Euh, Est-ce qu'on peut uniquement analyser ces données dans le domaine temporel ou bien on doit les transformer? Un autre exemple, toujours
avec des données tirées pendant la crise sanitaire, donc dans plusieurs pays et dans différents mois. On va définir maintenant c'est quoi l'analyse spectrale. L'analyse spectrale, c'est l'ensemble des méthodes permettant de mettre en évidence les composantes périodiques présentées dans un signal, une série de données, une courbe, une image ou même une vidéo. Donc, elle permet d'identifier le contenu spectral. Ce sont des ensembles de fréquences présentées dans ces données traitées. Pour quelle application? Nous avons que les données mesurées et ou acquises, exemple de type signal, image, vidéo, données, etc., doivent être traitées surtout numériquement. Par exemple, un filtrage, un débruitage, une extraction, une détection, une compression, une analyse, etc. Souvent, il est plus intéressant d'effectuer ces traitements dans le domaine spectral, dit bien domaine transformé au lieu de domaine original, dit le domaine temporel, c'est-à-dire spatial ou bien spatio-temporel. Donc, est-ce qu'il existe d'autres transformations linéaires et surtout orthogonales ou non? Ou bien quels sont les outils de base pour l'analyse spectrale? On trouve bien le premier exemple de transformation utilisée pour traitement de signal, c'est la transformée de Fourier, mais il existe d'autres transformées linéaires et surtout orthogonales. Toujours, on va commencer par pourquoi on les appelle des transformées linéaires et aussi orthogonales. On commence par des rappels mathématiques sur les combinaisons linéaires. Nous avons souvent, au lieu de garder les signaux observés et acquis que l'on note par exemple x de t sous leur forme originale, c'est-à-dire sous forme de données mesurées, on va essayer de les représenter, les approcher à travers des approximations sous forme d'une combinaison linéaire utilisant une base de fonctions appelée phi de t, choisie préalablement ce qu'on appelle habituellement une représentation vectorielle du signal. Elle aime la forme x approximée de t égale, c'est la somme pour k varie de 1 jusqu'à grand N de alpha k phi de k de t, sachant que x approximé, x chapeau de t, c'est l'approximation de x de t, et grand N, c'est bien sûr, c'est l'ordre de la combinaison linéaire, et les coefficients alpha k doivent être calculés pour une approximation optimale. C'est ce qui représente les fondements de base de l'analyse spectrale déterministe. Ceci doit donc nous permettre de représenter les signaux mesurés sous forme plus simple, nous aidant à mieux les interpréter et les analyser. On va voir maintenant des exemples ou bien la notion de distance. Pour mesurer le degré de ressemblance ou bien de dessemblance entre deux signaux x de t et y de t, c'est-à-dire sous forme discrète xn et yn, nous avons que deux signaux, deux vecteurs ou même deux séries de données. On utilise la distance d entre x et y. Il s'agit d'un scalaire réel positif ou nul et vérifiant les propriétés suivantes. On va commencer par la symétrie, c'est-à-dire la distance entre x et y. C'est la même chose que la distance entre y et x. Pour la séparation, nous avons que la distance entre x et y égale à 0, ce qui représente que x doit être égal à y. Inégalité triangulaire, c'est-à-dire que la distance entre x et z inférieure ou égale à la distance entre x et y plus la distance entre y et z. On va prendre ici quelques exemples de distance. On va commencer par la distance de Manhattan. Les paramètres, vous avez une distance,
La fonction, c'est la somme pour n variable 1 jusqu'à grand N de la valeur absolue de y de n moins x de n. Pour la distance euclidienne, elle est utilisée sur deux distances avec en fonction la racine carrée d'une somme de n variable 1 jusqu'à grand N de y de n moins x de n élevé au carré. Pour la distance de Minkowski, nous avons les paramètres p distance, c'est-à-dire la racine carrée d'ordre p d'une somme pour n variable 1 jusqu'à grand N de y de n moins x de n à la puissance p. Pour la distance de Chebyshev, nous avons une infinité de distances. Dans ce cas, on doit passer par la limite. Donc, c'est la limite pour p tend vers l'infini d'une racine carrée à la puissance p d'une somme de n variable 1 jusqu'à n de y de n moins x de n à la puissance p. Sachant que la distance euclidienne permet de généraliser l'application du théorème de Pythagore, c'est un espace de dimension n. C'est la distance la plus utilisée et la plus intuitive. On va passer maintenant à la notion de la norme. Donc, vous avez que la norme d'un signal x de t qu'on note deux barres verticales de x de t représente la distance d qui sépare l'origine de l'extrémité du signal. On peut de ce fait calculer la distance qui sépare deux signaux x de t et y de t en calculant en tout point la norme de la différence entre ces deux signaux. Vous avez y de n moins x de n, la norme de y de n moins x de n est égale à la norme de e de n, est égale à la distance entre x et y, est égale à la racine carrée d'une somme de n variable 1 jusqu'à grand N de y de n moins x de n élevé au carré. On va passer toujours avec les rappels mathématiques. On va voir la notion de produit scalaire. Un produit scalaire entre deux fonctions, deux signaux encore, deux vecteurs. Noté x, y, c'est un scalaire réel ou complexe permettant, entre autres, de déterminer le degré de ressemblance et la corrélation ou bien le désemblance, décorrélation ou bien l'orthogonalité entre x et y possédant les propriétés suivantes. Donc, le produit scalaire entre x et y, c'est tout simplement un calcul d'intégrale sur un domaine D de x de t par y de t conjugué de t. Sachant que le grand D, c'est le domaine de définition de x de t et y de t, et étoile représente le conjugué. Vous avez la distance, le produit scalaire entre x et x, c'est la norme de x élevé au carré. Le produit scalaire entre x, y est égal au produit scalaire entre y, x conjugué. D'accord? Si vous avez que x de t appartient à l'ensemble L carré, l'ensemble des signaux à énergie totale finie, dans ce cas, le produit scalaire entre x, x représente son énergie totale. Si vous avez le produit scalaire de alpha x, bêta y égale alpha par bêta conjugué xy, sachant que alpha et bêta représentent deux constantes. Vous avez le produit scalaire de x plus e, y plus v, c'est le produit scalaire de xy plus le produit scalaire de xv plus le produit scalaire de uy plus le produit scalaire de uv. C'est important si vous avez un produit scalaire qui est égal à 0, donc on peut dire dans ce cas que x de t et y de t sont orthogonaux. Si vous avez une base phi de k, pardon, phi k de t est dit orthogonal, dans ce cas, le produit scalaire entre phi k de t et phi 1 de t égale à 0, quel que soit k différent de 1. Maintenant, on va voir l'approximation au sens des moindres carrés. Donc, l'idée d'approcher un signal mesuré ou observé x de t par une combinaison linéaire, mais la forme x approximée de t qui est égale à une somme pour k variable 1 jusqu'à grand N de alpha k phi k de t. On cherche donc à déterminer les valeurs optimales d'alpha k, garantissant une distance euclidienne dxx, chapeau minimal. Dans ce cas, vous aurez xn moins x approximé de n, qui est égal à la norme de n, qui est égal à la distance entre x et x approximé, qui est égal à la racine carrée de la somme pour n variable 1 jusqu'à grand N de la valeur absolue de x de n moins xn approximé élevé au carré. Donc, pour la norme de e de n élevée au carré, c'est la distance au carré entre x et x approximé.
Donc, c'est une somme pour n variable 1 jusqu'à grand N de la valeur absolue de x de n moins la somme de k variable 1 jusqu'à grand N de alpha k phi k de t élevé au carré. Donc, c'est toujours la valeur minimale. On passe maintenant au théorème de projection. Vous avez qu'une approximation x approximée de t sous forme d'une combinaison linéaire et optimale au sens des moindres carrés. Si vous avez l'erreur e de t qui est égale à x de t moins x approximé de t orthogonale à toutes les fonctions phi k de t. C'est-à-dire si vous avez un produit scalaire entre e et phi k qui est égal à 0 quel que soit k, et comme nous avons le produit scalaire entre x et x approximé, qui est égal à un produit scalaire entre x approximé plus e et x approximé. Donc, ça sera un produit scalaire entre x approximé et x approximé plus le produit scalaire entre e et x approximé. Dans ce cas, on obtient x approximé de t qui est égal à une somme de k variable 1 jusqu'à grand N de alpha k phi k de t. Et on obtient dans ce cas le produit scalaire entre x et la somme de k variable 1 jusqu'à grand N de alpha k phi k de t est égal, inférieur ou égal à une somme de alpha L phi L de t et un produit scalaire entre la somme pour L variable 1 jusqu'à grand N de alpha L phi L de t et la somme de alpha k phi k de t plus le produit scalaire entre E et la somme de alpha k phi k de t. On va s'arrêter ici, on termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.